Donc, je pense que nous pouvons commencer. Bienvenue, bonjour encore une fois et merci bienvenue à cette séance sur la cohérence HTP dans la pratique des points de vue de la communauté de mise en œuvre. Cet événement va être tenu en anglais et en français. Donc, avant de commencer, on vous invite à sélectionner votre langue d'écoute préférée en cliquant sur le globe d'interprétation en bas de votre écran Zoom, ou peut-être vous allez devoir cliquer sur More, plus d'options, et puis sélectionner l'interprétation, et puis soit l'anglais, soit le français. Moi, je m'appelle Suzanne Amari, je suis la directrice de l'activité idéale et je suis ravi de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, idéal veut dire euh, 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 l'analyse, l'apprentissage et la conception menée par les metteurs en œuvre et les preuves. C'est une activité mise en œuvre par le BHA, le Bureau pour l'assistance humanitaire de l'USAID, avec l'objectif de renforcer les RIFSA en se focalisant sur les compétences de base qui rendent les programmes plus efficaces, tels que la gestion de programme, les données pour la prise de décision et la cohérence HTP, notre sujet aujourd'hui. Nous gérons et nous organisons aussi le réseau et le site web de la sécurité alimentaire. C'est le dernier webinaire dans la série qui s'intitule La cohérence HTP et la pratique, point de vue de la communauté de mise en œuvre. Qu'est-ce que nous voulons dire par la cohérence HTP? Au début de 2022, le BHA a publié une note pour les partenaires de mise en œuvre sur la cohérence HTP. Nous venons de mettre un lien vers ce document dans la boîte à discussion. On définit la cohérence HTP comme des approches qui facilitent la complémentarité et la collaboration à travers les acteurs de l'humanitaire, du développement et de la paix, avec comme objectif partagé la maximalisation de l'impact et la durabilité à travers les programmes d'assistance humanitaire au fil du temps. C'est beaucoup de mots pour vous dire que la cohérence HTP veut dire on va sortir de nos silos et on va travailler ensemble pour répondre aux besoins sur le long terme par rapport à la sécurité alimentaire et la résilience, tout en répondant aux crises engendrées par les chocs. Et aussi, on travaille sur le renforcement de la résilience après des crises importantes ou tout en gérant des crises de longue durée. Même si cette idée de la cohérence HTP n'est pas nouvelle, aujourd'hui, nous faisons face à des chocs et des stress sans précédent et un monde qui devient de plus en plus complexe où il devient de plus en plus urgent pour nous de nous sortir de nos silos et de travailler ensemble. Ce document présente les principes de base de la cohérence HTP qui orientent ce travail. Comme vous voyez à cette diapo, il y a des concepts que nous connaissons tous, tels que le respect pour les principes humanitaires, la planification conjointe avec des objectifs partagés, la coordination, la communication, le séquençage, la superposition et l'intégration, les programmes qui répondent aux chocs et la gestion adaptative et la programmation avec et à travers les partenaires locaux. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons entendre parler des personnes qui ont contribué aux séries de notes sur le HTP en pratique. Il y a 6 notes dans cette série et chaque note représente un exemple d'opérationnalisation d'au moins d'un de ces principes de la cohérence HTP. Je suis donc ravi de vous présenter maintenant notre modératrice aujourd'hui, Laura Suel, la rédactrice principale des notes de pratique pour l'Éthiopie et pour le Mali. Elle est consultante qui se spécialise dans le Nexus HTP et dans la qualité. Elle travaille dans le développement et la coopération internationale et aussi l'assistance humanitaire depuis 15 ans déjà. Laura, la parole est à vous. Merci, Suzanne. Quand l'équipe idéale a sélectionné ses équipes et ses activités pour donner l'exemple de la cohérence HTP, on a choisi beaucoup de contextes pays pour démontrer les principes de base en action, y compris des contextes où les principes de la cohérence HTP ont été appliqués au sein d'une seule activité entre
des activités humanitaires et du développement, donc l'aspect interactivité au sein d'une seule organisation, donc l'aspect intra-organisationnel. Nous avons avec nous des représentants des équipes de l'Éthiopie, du Yémen et du Mali pour représenter 3 de ces notes et chacune de ces personnes représente une de ces approches différentes. Les 3 intervenants qui vont nous parler aujourd'hui ont beaucoup de points en commun, surtout le fait que tous les 3 ont beaucoup travaillé avec les partenaires locaux et les acteurs locaux. Mais il y a aussi des approches uniques par rapport à certains principes qu'on peut lire dans la note, y compris le renforcement des plateformes de communication et de coordination, le séquençage stratégique, le séquençage, la superposition et l'intégration stratégique du développement humanitaire et de la paix, et aussi la sensibilité au conflit et le renforcement de la paix. Pour commencer avec la première note de pratique, nous avons le cas de CARE Éthiopie, une activité financée par l'USAID et un projet financé par le BHA. CARE mettait déjà en œuvre une activité de résilience avec son consortium à travers plusieurs régions de l'Éthiopie, y compris dans les régions de Tigré et d'Amhara, quand le conflit s'est déclaré dans le nord en 2020. L'équipe a pu superposer une réponse humanitaire pour répondre à cette crise humanitaire au-delà des activités déjà en place. Le consortium a travaillé avec des partenaires locaux et a aussi travaillé sur le séquençage, la superposition et l'intégration. C'était un élément très important du projet, donc nous avons hâte d'entendre parler de cet aspect du projet. Le deuxième intervenant va parler de l'approche programmatique au Yémen. Donc, c'est l'approche d'un bureau pays. Depuis le début du conflit, au début des années 2000, on se focalise sur l'assistance humanitaire au Yémen, mais en même temps que le contexte évolue, on s'est rendu compte qu'il serait efficace d'ajouter un aspect du développement et de former les partenaires locaux pour complémenter ce travail. Donc, au-delà de ce travail avec les partenaires locaux, Yémen a beaucoup parlé du renforcement de la coordination et les différentes typologies de l'assistance. Et la dernière note dont on va entendre parler, c'est l'activité Al-Barka au Mali. C'est une activité financée par le USAID, c'est une RIFSA qui est mise en œuvre à travers 3 régions au nord et au centre du Mali. Et dans ces régions, il y a beaucoup de conflits et aussi beaucoup d'impact du changement climatique. Donc, avec la seule activité d'Al-Barka, il y a des consortiums pour appuyer les ménages sur le long terme avec la résilience. Et il y a aussi des activités complémentaires de court terme pour répondre aux chocs, par exemple des interventions humanitaires. Aussi, au Mali, on travaille beaucoup avec les partenaires locaux et on met l'accent sur les activités de championnat par rapport à la sensibilité au conflit et le renforcement de la paix et aussi le séquençage et la superposition. Donc, je vous présente nos 3 panélistes aujourd'hui. La première intervenante est Sarah Urbart, ancienne chef de parti en Éthiopie de l'activité CARE et aujourd'hui chef de parti adjointe de SPIR 2. Youssef Koutari, qui est le coordinateur du consortium du programme de réponse conjointe au Yémen, et aussi Oumar Toé, chef de parti d'Al-Barka, la RIFSA au Mali, qui travaille dans l'organisation à la tête du consortium. Donc, bonjour à tout le monde. On va commencer avec une question que je pose aux 3 panélistes. La même question pour tous les 3 panélistes. Mais je vais commencer avec Sarah d'abord. Sarah, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de votre contexte opérationnel et votre approche? Qu'est-ce qui vous a signalé qu'il fallait vous adapter pour la programmation plutôt humanitaire? Oui, c'était le début du conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie, qui a changé la donne, qui a changé le contexte opérationnel et qui a exigé une nouvelle approche
programmatique. C'était à la fin de 2020, en novembre, c'était notre 4e année de mise en œuvre d'une activité de résilience quand le conflit s'est déclaré. C'était un conflit inattendu dans la région du Tigré entre les militaires régionaux et les militaires fédéraux de l'Éthiopie. Il y avait des conflits très graves pendant plusieurs mois qui ont été suivis par le retrait des troupes de la région du Tigray et la fermeture des frontières entre le Tigray et tout le reste du pays. On a aussi fermé les services d'électricité, la banque en ligne et les déplacements ont été limités pour accéder ou pour quitter la région du Tigray. Donc, très rapidement, cette région est devenue dépendante des acteurs humanitaires qui livraient des biens, des services, de l'alimentation, des intrants d'urgence au sein de la région du Tigré. Donc, par rapport à l'évolution de notre approche, avant le conflit, CARE et nos partenaires du consortium mettaient en œuvre des Livelihoods for Resilience, un programme de l'USAID pour appuyer le développement des modes de subsistance pour les ménages pauvres. Cela faisait partie d'un programme de gilets de sauvetage du gouvernement fédéral et c'était un programme qui visait surtout le développement et la sécurité alimentaire. Même si on avait certains chocs localisés qui ont exigé des modificateurs d'urgence, le projet, pour la plupart, était conçu pour renforcer la résilience par rapport aux chocs moins sévères que les chocs climatiques. Donc voilà, c'était pour ces chocs-là qu'on s'était préparé. Mais étant donné l'évolution dramatique, surtout dans la région du Tigré, et aussi dans la région d'Amhara, quand le conflit s'est propagé, on s'est vite rendu compte qu'il fallait adapter notre approche à la programmation pour continuer à répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Il n'était plus logique de nous focaliser purement sur les moyens de subsistance quand les gens faisaient face à des chocs aigus et graves. Donc, Al-Farar avait déjà une présence sur le terrain très importante, surtout à travers nos partenaires locaux, la Relief Society du Tigray, autrement connue sous son sigle REST, et une autre organisation dans la région d'Amara. Donc, on avait déjà les structures et le personnel en place pour pivoter et nous voulions protéger nos investissements dans les moyens de subsistance pour la résilience et nous voulions assurer la sécurité alimentaire pendant une période de conflit. Donc, on a posé la question au BHA, est-ce qu'on peut superposer un financement humanitaire sur notre bourse déjà existante et est-ce qu'on pouvait se focaliser sur la livraison des intrants agricoles d'urgence et remise sur pied des moyens de subsistance. À vous, Youssef, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte au Yémen et son influence sur votre approche? Ah, pardon, j'étais en sourdine. Merci beaucoup, Laura. Oui, c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent. Quand nous avons commencé notre intervention au début des années 90, à cette époque-là, c'était une activité de développement pur. On travaillait avec des ministères et sur le développement. Mais après le conflit qui a commencé en 2015, notre contexte opérationnel a beaucoup évolué à cause de plusieurs facteurs et nous avons dû donc adapter notre approche euh, du développement vers l'humanitaire, étant donné que 2 tiers des Yéménites avaient besoin d'un appui vraiment d'urgence pour sauver la vie. Il y avait aussi des difficultés d'accès, surtout les différences, les disparités entre le Sud et le Nord. Et ces défis ont joué un rôle très important dans la typologie d'intervention que nous avons pu mettre en œuvre. Les besoins étaient très, très importants. Donc, CARE et d'autres organisations se sont trouvés dans une position où il fallait changer de vitesse d'un point de vue du développement vers un point de vue humanitaire pour répondre aux besoins urgents de la population.
C'est très évident quand tout le monde est en besoin. Toutes les organisations se focalisent sur l'aspect humanitaire. Et tout a évolué, tout a changé du développement vers l'humanitaire. Voilà. Et maintenant, vous allez essayer de changer de vitesse encore une fois? Oui. Après 2020, nous avons trouvé qu'on ne peut pas continuer seulement dans l'humanitaire parce qu'il y a certaines zones qui sont stables ou assez stables pour faire certaines activités du développement. Et ça, c'est très important. La plupart des ONG, surtout les ONG locales, ont commencé dans l'humanitaire après le début du conflit. Donc, ces organisations ne savent pas du tout comment passer au développement. Mais l'aspect humanitaire, ce n'est qu'une étape qu'il faut compléter, réaliser pour passer à l'étape suivante, le développement. Et nous attendons la finalisation de l'étape humanitaire avant de passer à l'étape du développement. Dans la vie réelle, il faut baser nos interventions sur les différentes zones où on peut mettre en œuvre des activités du développement, par exemple, en fonction du contexte, même s'il y a des besoins humanitaires dans d'autres zones. Au Yémen, par exemple, il y a beaucoup de zones qui ont toujours besoin des interventions pour sauver la vie, comme les services de l'eau. Il y a des zones qui ont toujours besoin des camions de l'eau, des livraisons de l'eau par camion. On ne peut pas arrêter ces interventions-là, mais nous voulons aussi passer au développement. Et pour faire cela, il faut réfléchir à ce qu'on peut faire en même temps. Des activités humanitaires et du développement, il faut mettre en œuvre les deux en même temps en fonction des besoins géographiques et la possibilité de... Et dernièrement, Oumar, pouvez-vous nous parler du contexte opérationnel au nord du Mali et l'approche de notre Balkan? Quel était l'élément déclencheur qui vous a obligé à choisir cette approche? Merci, Laura, pour la parole. Disons que le projet Albarka est un programme multisectoriel de résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est mis en œuvre par un consortium d'ONG dans le nord et le centre du Mali. Donc, parmi les consortiums, on a Save Children qui assure les leads, parmi les consortiums au niveau international. Et les autres partenaires au niveau international sont au nombre de 2. Il y a Viamo qui accompagne le programme dans tout ce qui est développement et la mise en œuvre de solutions digitales, et Conflict Management Consulting qui apporte également de l'appui technique pour la prise en compte de la sensibilité au conflit sur les activités. Donc, les ONG au niveau national sont aussi au nombre de 3, dont chacune couvre une région d'intervention du projet. Donc, nous avons ADICOM qui couvre la région de Tombouctou, GFORCE qui couvre 2 régions, Bandiagara et Douanza, et Tassad qui couvre la région de Gao. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers au nord et au centre du Mali, c'est une zone qui fait face à de nombreux chocs chroniques et ponctuels liés au changement climatique, l'instabilité politique et économique, mais aussi un conflit armé qui dure maintenant depuis 2012. Donc, la particularité du projet Albarka est qu'il est conçu pour renforcer les acquis de la résilience, du développement et protéger les actifs productifs des ménages vulnérables à travers des fonds humanitaires. Donc, cette approche a été intégrée au projet depuis donc la conception pour prendre en compte le contexte, mais aussi les défis de la zone d'intervention du projet qui nécessite un besoin d'intégration des interventions humanitaires, développement et construction de la paix pour être plus efficace et être plus cohérent dans la mise en place des activités. Donc, de façon plus concrète, Albarka met en œuvre 2 grands mécanismes de réponse humanitaire dans la mise en œuvre des activités. On a les cash inconditionnels sensibles au choc que nous faisons pour les ménages vulnérables, mais aussi des activités de cash for work qui ont pour but d'aider les ménages à se préparer à faire face aux chocs inattendus.
Nous avons également des activités de développement au sein du programme, notamment des activités de renforcement des capacités des coopératives de producteurs à travers des techniques adaptées au changement climatique, mais aussi l'accompagnement des groupements de femmes en ce qui concerne les mobilisations d'épargne communautaire pour développer des activités génératives de revenus et aussi renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés. Donc voilà rapidement présenter le contexte opérationnel du programme Albarka qui intervient au nord et au centre du Mali. À vous. Merci. Merci, Oumar. Donc, les prochaines questions, j'ai une question différente pour chaque panéliste et j'espère mettre en exergue un aspect qui est unique de votre opérationnalisation des principes d'HTP. Donc, la première question pour Sarah, encore une fois. Sarah, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de comment CARE Éthiopie et votre consortium ont superpositionné la réponse au conflit dans le Nord avec le financement de l'USAID? Oui. Donc, avant le début du conflit, les activités des Livelihoods for Resilience se focalisaient sur les associations villageoises économiques et sociales que nous appelons VESA, ou c'est un peu comme une AVEC, une association villageoise d'épargne de crédit. Nous avons utilisé ces VESA comme un point d'entrée pour communiquer avec les ménages, pour les intégrer dans notre chaîne de valeur et dans nos activités du développement des moyens de subsistance pour changer les normes du genre, améliorer des systèmes de marché et améliorer l'accès à l'emploi. Malheureusement, dû au conflit, ces activités ont dû être mises en suspens après le début du conflit, mais nous avions toujours tout ce personnel sur le terrain. Donc, nous suivions de près la situation et au début de 2021, quand le conflit continuait, c'était clair que la saison agricole allait commencer bientôt et les agriculteurs au Tigray, c'est à peu près 100% des ménages avec lesquels nous travaillions, n'allaient pas avoir accès aux intrants agricoles pour la saison. On avait donc des soucis que cela allait produire une insécurité alimentaire très grave. Dans un contexte normal, les intrants, les semences, etc., sont livrés à travers un système gouvernemental organisé au niveau fédéral jusqu'aux distributions dans les communautés. C'était à travers ce programme que les ménages accédaient à ces intrants. Mais on savait que ce mécanisme n'allait pas marcher pendant une période de conflit. Pendant une pause dans le conflit, le personnel du CARE, y compris notre chef de parti et notre directeur, sont allés au Tigré pour faire une évaluation rapide des marchés et du genre qui a confirmé les besoins graves présents au sein de ces communautés. Les ménages avaient perdu la récolte, les biens, les maisons même. Ils ne pouvaient pas poursuivre des activités et il y avait beaucoup de femmes et de filles qui étaient au risque de la violence basée sur le genre. Cette enquête nous a montré que la plupart des systèmes gouvernementaux ne fonctionnaient plus, mais certains intrants agricoles étaient livrés dans la région avant le début du conflit. Et ces stocks étaient présents au Tigré et nous voulions profiter de la présence de ces stocks. Nous avons travaillé main dans la main avec le BHA et de l'équipe Livelihood for Resilience. Et le personnel du Tigré a passé beaucoup de jours à préparer une proposition sur Brutesfa. Cela veut dire un espoir brillant dans Tigrinya et Amharique, deux langues locales. C'est un nom très apte et nous avons superpositionné un soutien agricole sur la zone de mise en œuvre au Tigray en nous appuyant sur le réseau de personnel existant. Et les délais du contrat du côté du BHA étaient remarquables, étant donné le temps limité avant la saison des pluies en Éthiopie, nous avons besoin de cette hâte. Et il ne fallait qu'un mois entre la proposition et la signature du contrat. Cela nous a permis d'acheter des intrants dont le besoin était pressant. Brutesfa était conçu pour atteindre 300
45 000 personnes avec les intrants agricoles. Et puis, nous nous sommes élargis dans la région d'Amara et nous avons eu une prolongation de 2 ans et nous avons pu atteindre au-delà de 500 000 personnes à travers 2 saisons agricoles et les ménages ont utilisé ces intrants pour la production agricole locale à un moment où l'accès à l'alimentation et aux intrants était très, très limité. Nous avons aussi livré 1,8 million de dollars en espèces pour le relancement à 15 000 ménages et nous avons traité 400 000 animaux avec les services vétérinaires. Une chose que nous avons documentée dans notre note est l'importance de l'engagement avec les partenaires locaux pour garantir une transition efficace et rapide entre le développement et l'humanitaire. Et dans notre cas, une fois de revenir vers le développement. Donc, nos partenaires restent et Orda, au moment du conflit, ils avaient 280 membres du personnel dans les zones touchées par le conflit. La plupart de ces membres du personnel étaient des facilitateurs communautaires. Donc, le personnel du terrain venant de cette région qui travailler avec les VSA qui mettaient en contact les ménages et les opportunités de financement. Donc, il y avait 3 avantages clés de la superposition de route ASFA sur notre structure existante et le fait d'utiliser le même personnel. Tout d'abord, c'était critique qu'on avait déjà un personnel sur le terrain, un personnel qui était là, dans la région du conflit, et qui n'allait pas partir parce que ces membres du personnel venaient de ces communautés. Ils connaissaient la communauté. Ils avaient travaillé avec la communauté pendant 4 ans avec le projet Farrar et ils pouvaient facilement passer à la mise en œuvre des activités VRUTASFA parce que ces personnes voulaient appuyer ces communautés à eux qui étaient en souffrance. Deuxièmement, le personnel local avait déjà des liens existants, des relations existantes avec le secteur privé local, les autres ONG et les instances gouvernementales. Et ces liens ont facilité la programmation là où elle n'aurait pas été possible autrement. Nous avons travaillé avec un réseau de vendeurs des intrants agricoles. Nous les avons appuyés dans la fonctionnalité pour les faire venir dans la communauté rurale. Et étant donné cette relation existante, ces vendeurs ont fourni des services et des intrants aux bénéficiaires de BRUTESFA sur crédit parce que nous avions déjà des liens de confiance en place avant le début du conflit. Aussi, le personnel local mettait en œuvre déjà des activités de moyens de subsistance. On savait déjà quel ménage avait participé à quelles activités, la production de la volaille, l'engraissement des moutons, par exemple, la production agricole. Et donc, avec l'appui humanitaire de VRUTESFA, c'était très facile de cibler les réponses humanitaires appropriées pour les ménages appropriés en fonction de ce qu'on savait déjà sur les communautés, leurs spécificités, leurs compétences techniques. Et les mêmes membres du personnel qui ont fait du développement et puis de l'humanitaire en revenu au développement, ils ont pu utiliser et comprendre les soutiens que les ménages avaient déjà reçus de BRUTESFA pour contribuer au renforcement des moyens de subsistance une fois que le conflit a terminé. Merci, Sarah, pour cette réponse très, très intéressante. Youssef, maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de comment les plateformes de coordination locale, dans votre contexte, ont facilité une meilleure coordination et le développement des objectifs partagés humanitaires et du développement au Yémen? Oui, merci encore une fois, Laura, pour la question. Les plateformes ont joué un rôle critique dans la coordination et je tiens à signaler que quand nous avons commencé avec les approches humanitaires, c'était très difficile pour les partenaires locaux de rester engagés dans le système en place. C'était même difficile d'avoir des invitations pour participer à des réunions de formation sur ce système. Et il fallait s'engager avec les acteurs locaux pour travailler sur nos interventions. À l'époque, on faisait beaucoup de travail de plaidoyer mené par les ONG
ou par les agences onusiennes pour s'assurer que les acteurs locaux restent engagés dans toutes les discussions. Par exemple, il y a une participation importante des partenaires locaux dans l'équipe pays humanitaire. Ça, c'est un exemple. Et d'autres plateformes de coordination locale ont joué un rôle critique. Je peux vous parler plus précisément de quelques exemples tels que l'établissement d'une plateforme par les partenaires locaux, un forum d'ONG local qui vient d'être établi. C'est une plateforme très importante que tous les partenaires, qui rassemble tous les partenaires locaux pour débattre de tous les aspects de la coordination humanitaire et du développement au niveau local et même les approches au renforcement de la paix. C'est une initiative énorme et nous attendons à tirer beaucoup de choses positives de ce forum. Aujourd'hui, au Yémen, nous avons une stratégie de localisation qui a été publiée par cette plateforme même. Ça, ce n'est qu'une des plateformes. Et puis, il y a aussi des groupes de travail établis et dirigés par les acteurs locaux. Ces groupes de travail jouent aussi un rôle très important. Je vais vous donner un exemple spécifique. Le groupe de travail Nexus. C'est un groupe de travail très important. Ce n'est pas un groupe de travail de mise en œuvre, pas encore, mais c'est un groupe de travail de sensibilisation, de dissémination des informations sur le Nexus. Qu'est-ce que c'est le Nexus HTP, le nœud HTP? Et ce groupe de travail a été établi juste après le début du conflit. La plupart des ONG ne connaissent que le contexte humanitaire. Elles n'ont pas de compétences dans le développement ou dans le renforcement de la paix. Mais le moment est venu de disséminer ces informations, de partager ces connaissances avec tous les acteurs locaux pour s'assurer que tout le monde ait au moins la même compréhension, les mêmes connaissances sur le Nexus HTP. Nous attendons beaucoup de ces plateformes. Et voilà, c'est quelque chose qui va faciliter le travail à l'avenir aussi. Merci beaucoup, Youssef. Ce groupe de travail me semble très intéressant. Oumar, comment Albarka a-t-il intégré la sensibilité au conflit et les éléments de la consolidation de la paix dans ses interventions humanitaires et de développement? Merci, Laura, pour cette question qui est assez pertinente. Disons que la sensibilité au conflit est vraiment un élément essentiel pour le projet Albarka pour nous assurer que la mise en place de nos activités ne crée pas des tensions au sein des communautés ou n'exacerbe pas les conflits. Nous mettons à jour régulièrement notre stratégie de sensibilité au conflit à travers un processus d'analyse du contexte, les dynamiques entre les différents acteurs du conflit, parce que la particularité de la zone aussi, c'est qu'on a plusieurs acteurs de conflit en face. Donc, on s'assure qu'on prend en compte vraiment la dynamique entre les différents acteurs du conflit, les potentiels risques également liés aux activités, à certaines activités selon les spécificités de la zone d'intervention. Donc, la mise en œuvre de cette stratégie de sensibilité au conflit permet à Albarka de s'assurer que les activités prennent en compte la sensibilité des acteurs de conflit et contribuent à renforcer l'acceptance du projet à travers donc des adaptations programmatiques que nous faisons régulièrement sur le terrain pour prendre en compte justement cette question de sensibilité au conflit. Aussi, Albarka travaille à soutenir et à renforcer la cohésion sociale à travers une démarche participative et inclusive, des activités qui favorisent l'entraide, mais aussi à travers le renforcement de la collaboration entre les différents utilisateurs des ressources naturelles dans la zone du projet qui constitue une véritable source de tension pour ce qui concerne la zone d'intervention du projet Albarka.
dans les 4 régions où nous intervenons, Albarca, les ressources naturelles de Albarca sont généralement sous pression et exploitées par différents types d'utilisateurs, non seulement pour leurs moyens d'existence, comme l'agriculture, l'élevage et la pêche. Albarca travaille avec l'ensemble de ses utilisateurs, chacun selon ses intérêts, pour que l'exploitation de ces ressources naturelles puisse se faire dans la cohésion, mais aussi dans la paix. Donc, pour cela, Albarca met à profit une approche dénommée approche cycle d'action communautaire développée par Save the Children, qui permet aux membres des communautés d'analyser et de prioriser les problèmes et aussi de tester des solutions endogènes pour apporter des résolutions. À travers donc cette démarche de cycle d'action communautaire, Albarca a soutenu l'établissement de 17 conventions autour de la gestion des ressources naturelles. Voilà. Et ces ressources naturelles concernent non seulement les ressources forestières, la faune, la terre agricole, mais aussi les ressources hydriques. Ces conventions sont élaborées de façon assez participative avec les leaders communautaires et validées par les autorités au niveau local. La mise en œuvre de ces conventions également permettent de ces conventions et aussi les formations que nous avons données aux communautés sur la sensibilité au conflit, ainsi que les techniques de négociation, ont permis de prévenir pas mal de conflits et de gérer efficacement des tensions entre les exploitants des ressources naturelles, notamment les agriculteurs et les éleveurs qui sont les plus nombreux dans la zone d'intervention du projet. Donc voilà rapidement ce que nous faisons pour prendre en compte la sensibilité au conflit sur la mise en place du programme Albarca. Merci bien, Laura, à vous. Merci, Oumar. Je trouve que ces conventions sont vraiment quelque chose d'innovatrice. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Très bien. Maintenant, nous allons passer à la dernière question pour nos panélistes, question pour Sarah, et je vais poser la même question à tout le monde. Sarah, est-ce que vous pouvez partager quelques leçons apprises avec nous, des efforts Alfara et Vrutesfra, des leçons apprises sur le travail avec les partenaires locaux? Oui, merci Laura. Je pense que j'ai déjà pu parler de certains avantages du travail avec les acteurs locaux pour la mise en œuvre du programme. Nos partenaires locaux qui travaillent déjà avec nous dans le cadre d'un programme ont pu travailler avec nous dans l'humanitaire. Mais avec Vrutesfa, nous avons trouvé que c'est possible et aussi bénéfique de travailler avec le secteur privé local quand on veut distribuer les intrants humanitaire. Et souvent, on dit, ah non, c'est trop difficile, c'est trop décentralisé. Mais nous avions l'avantage d'avoir déjà un réseau d'acteurs locaux que nous avions mis en place avec notre programme de développement. Et ces partenaires locaux avaient déjà des liens existants avec ces acteurs du secteur privé locaux qui les appuyaient déjà. Et donc, ils pouvaient travailler avec ces partenaires pour organiser des distributions avec des bons au lieu comme forme de paiement. Et donc, on a pu distribuer des outils, des semences, des poules à travers ces acteurs locaux de petite échelle. Et grâce à notre engagement avec ces acteurs pendant le conflit, ils ont pu continuer les opérations et continuer même pendant le conflit, quand d'autres personnes n'avaient pas les ressources financières pour acheter ces intrants agricoles. Comme résultat, ces acteurs étaient parmi les seuls qui ont pu continuer les opérations après la fin du conflit. Donc, nous avons pu appuyer ces acteurs locaux tout en garantissant un réseau très efficace et de bas coût pour la distribution des intrants quand l'accès dans la région était limité. Nous avons utilisé aussi les bons pour la distribution des engrais. Nous avons travaillé main dans la main avec les acteurs locaux et régionaux et aussi des bureaux du district de l'agriculture pour comprendre quel volume d'engrais était disponible dans les stocks régionaux, dans les entrepôts régionaux où les ménages achètent souvent de l'engrais, mais nous avons
nous les avons convaincus d'utiliser les bons. Donc, les ménages ont pu continuer à aller chercher des engrais à l'entreprise le plus local sans devoir se déplacer et avec les risques de conflits et de la violence qui viennent avec ce déplacement. Et dernière chose, une autre modalité que nous avons appliquée, nous avons identifié des professionnels de la santé animale au Tigray. Ce n'était pas une de nos zones de soutien pendant le programme de développement, mais il y avait beaucoup de ménages qui dépendaient du bétail pour répondre aux besoins de base, mais le système vétérinaire avait échoué pendant le conflit. Il n'y avait pas de vétérinaire, de service vétérinaire. Donc, nous avons contacté des professionnels vétérinaires locaux. On leur a fourni des médicaments et des biens nécessaires pour traiter des animaux. Et encore une fois, nous avons distribué des bons aux ménages qu'elles pouvaient échanger contre des services et des médicaments vétérinaires avec des professionnels vétérinaires qu'ils connaissaient déjà. Il est fort probable. Et cela a permis aux ménages d'avoir une continuité d'accès à ces services même pendant le conflit. Et ça, c'était très critique parce qu'il y avait des épidémies de la rage et de l'anthrax pendant le conflit. Et il y avait le risque de la transmission aux êtres humains. Et il y avait beaucoup de bétail qui meurait ou qui tombait malade. Et nous avons donc pu livrer des services pour 400 000 têtes de bétail pendant le conflit avec la priorisation et l'investissement dans les acteurs du secteur privé local. Merci beaucoup, Sarah, pour cet exemple très intéressant de l'engagement avec le secteur privé. À vous, maintenant, Youssef, quelles sont les leçons que vous pouvez partager avec nous sur le rôle possible des partenaires locaux dans le Nexus HTP? Merci, Laura. C'est une question très importante. Et j'aimerais répéter que Sarah a dit, un élément clé, c'est l'engagement du secteur privé. Et nous avons aujourd'hui des interventions très intéressantes menées par les entreprises privées locales au Yémen. Et il faut s'engager davantage avec le secteur privé parce que le secteur privé peut nous appuyer surtout avec des questions logistiques telles que les transferts d'argent ou la distribution de l'argent de l'assistance en espèces. Donc ça, ce n'est qu'un élément. Un autre élément que j'aimerais mettre en exergue, c'est l'innovation. Il faut toujours penser à l'innovation. Au Yémen, nous avons créé un groupe de travail qui s'appelle les champions de l'innovation. Nous avons invité plusieurs partenaires locaux, des ONG et des représentants du secteur privé à participer à ce groupe de travail. Et voilà, on a déjà produit des idées très novatrices, surtout avec la réduction du financement disponible. Donc, parfois, ce mot innovation fait peur parce qu'on pense, ah oui, cela veut dire l'intelligence artificielle, quelque chose comme cela. Non, on ne veut pas dire cela. Nous voulons trouver de nouvelles solutions pour répondre aux défis existants sur le terrain et aux problèmes existants sur le terrain. Et ce groupe de travail, les champions de l'innovation, fait beaucoup aujourd'hui et à l'avenir, je Et pense. dernièrement, Oumar, pouvez-vous nous faire part des leçons apprises tirées de l'expérience d'Al-Barka en ce qui concerne le rôle joué par les acteurs locaux? Oui, merci beaucoup, Laura. Comme je l'ai dit tantôt, les activités Al-Barka sont mises en place principalement par trois ONG locales, dont chacune est très bien connue par les autorités locales dans sa zone d'intervention, mais aussi très intégrée dans les communautés.
Donc, le travail avec ces partenaires nous a permis vraiment de faciliter l'acceptance du projet au sein des communautés. Les recrutements des staffs sont faits de façon locale. Donc, on a des staffs terrain qui sont issus des communautés où nous intervenons. Donc, ça facilite vraiment la connaissance du terrain, mais aussi permet d'assurer la continuité des activités opérationnelles malgré le contexte sécuritaire qui est assez difficile et volatile. Donc, cette option de recrutement local permet également aux agents de négocier plus facilement l'accès à certaines communautés d'intervention du projet, de maintenir la confiance des communautés, mais aussi l'acceptance des activités qui ont pu se dérouler jusqu'à présent sans contraintes majeures. Donc, en plus de ces partenaires locaux de mise en place directe des activités, Albarka travaille aussi avec 8 plateformes communautaires qui sont soit créées par le projet ou redynamisées par le projet pour conduire les activités communautaires et fournir des services de proximité avec beaucoup plus d'indépendance. Les leaders de ces plateformes sont des personnes ressources locales qui sont sélectionnées par les communautés elles-mêmes pour leur disponibilité, mais aussi pour leur engagement à offrir des services au sein des communautés de façon durable. Donc, ces leaders encadrent les structures communautaires dans la zone d'intervention du projet, mais aussi jouent un rôle assez important dans la mise en place des activités communautaires sous les différents volets d'intervention du projet. Donc, voilà rapidement ce que nous avons appris en termes d'expérience de mise en place des activités avec les partenaires locaux, mais aussi avec les structures locales communautaires avec qui nous travaillons dans la mise en place des activités. Merci, Laura. Merci. OK. Merci beaucoup. Maintenant, l'équipe a recueilli beaucoup de questions de la boîte à discussion. Nous avons déjà plusieurs. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour plusieurs questions. Je vais commencer avec une question d'ordre général. Donc, il est critique d'avoir un modificateur de crise dans le budget pour garantir la réalisation du HTP sur le terrain. Et comment est-ce qu'on peut systématiser cela au niveau de l'USAID? Et je ne peux pas vous dire ce que c'est la prise de position de l'USAID, mais peut-être Sarah, vous pouvez nous parler de ces modificateurs de crise que vous avez et comment vous les avez utilisés? Oui. Oui. Nous avons eu un mécanisme de modificateur de crise intégré dans le projet El Farar. Et cela visait des conflits de petite échelle dans une autre région. C'était un conflit bien court, mais nous avons utilisé le modificateur pour appuyer un petit nombre de ménages dans une zone géographique assez limitée. Mais le volume d'appui qui était nécessaire pendant la crise et à cause du conflit dépassait vraiment nos capacités, même avec ce modificateur de crise, surtout étant donné que nous ne voulions pas utiliser toutes nos ressources du développement pour ces activités de crise, ces activités humanitaires, parce que nous voulions toujours poursuivre ces activités de développement pour faciliter le relancement après la fin du conflit. Donc oui, les modificateurs de crise sont un très bon outil et un mécanisme très approprié que l'USAID a mis en place, mais il faut aussi comprendre que beaucoup des contextes où nous travaillons sont volatiles et sont assujettis à plusieurs types de chocs. Et il faut avoir des mécanismes de réponse en place pour répondre à ces chocs quand ils se déclarent. Cela contribue même aux objectifs du développement. Nous l'avons vu dans notre cas, même si nous avons dû dépasser l'envergure d'un modificateur de crise normal. Oui, ce qui est intéressant dans les notes de pratique, nous avons El Farar qui avait un modificateur de crise, mais qui a décidé aussi d'apparier le financement du développement et le financement humanitaire. Et par contre, Albarka, au Mali, on a des activités humanitaires et de développement mis en œuvre avec la même source de financement. Donc, ce sont des contextes différents, des scénarios différents. On peut utiliser le même financement à des fins différentes ou on peut avoir le modificateur de crise. Donc, c'est très intéressant pour moi d'avoir cette diversité.
au niveau du panel. Prochaine question. Nous savons que le timing de la livraison est critique. Comment est-ce que vous évaluez le niveau de séquençage des activités des différents acteurs dans vos pays? Est-ce que vous avez eu des problèmes de coordination ou des écueils à ce niveau-là et comment est-ce que vous les avez dépassés? Donc voilà, comment est-ce que vous évaluez le niveau de séquençage de vos interventions? Peut-être que c'est une bonne question pour Youssef, parce que vous avez parlé de comment les partenaires ont déjà une certaine idée du séquençage. Donc, Youssef, à vous la parole. Oui. Oui, c'est une question très importante, surtout dans un contexte tel que le Yémen, où nous voulons mettre en œuvre en même temps l'humanitaire et le développement, mais sur des zones géographiques différentes. Comme j'ai dit, l'humanitaire, ce n'est pas comme si c'est une étape qu'on va conclure pour passer à l'étape du développement. Non. Il faut faire plusieurs évaluations tout au long de nos interventions. Il y a certains aspects critiques à prendre en compte si on veut planifier un Nexus HTP ou si on veut appliquer une approche HTP, surtout l'adaptabilité, la flexibilité au niveau du financement et au niveau de la mise en œuvre aussi. Aussi des revues de financement multiannuelles. Cela nous donne de l'espace et du temps pour réfléchir, pour planifier. Je pense que dans les contextes comme le Yémen, il faut penser au financement multiannuel, il faut avoir plus d'adaptabilité, il faut continuer à s'engager avec les partenaires locaux, les autorités locales. Si nous voulons avoir un impact durable et si nous voulons réduire les besoins humanitaires pour aller de l'avant vers l'aspect du développement. C'est également Merci. une question qui est intéressante pour Oumar. Oumar, la question était comment est-ce que vous faites vos choix à propos du chronométrage des activités humanitaires et développement? Comme le chronométrage, c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent dans la mise en œuvre de l'approche HDP. Le chronométrage, je n'ai pas bien compris la question. Le sequencing. Comment est-ce qu'on fait le choix avec comment est-ce qu'on... Le séquençage. Yeah, c'est ça. Oui, vraiment une question pertinente. Au niveau de Albarka, nous avons effectivement, comme les autres programmes l'ont dit, ces fonds flexibles qui sont accordés par BHA et qui constituent des opportunités pour nous de pouvoir répondre à certaines crises au niveau ponctuel. Donc, grâce à ces fonds flexibles, nous avons pu assister des ménages qui ont été affectés par des inondations, par exemple. Plus de 310 ménages qu'on a pu assister grâce à ces fonds flexibles. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité assez importante sur le programme Albarka. Mais la difficulté de l'utilisation de ces fonds flexibles, c'est que malgré que ce soit déjà incorporé dans la proposition du projet, ça nécessite encore que nous revenons vers le bailleur de fonds pour avoir son approbation avant d'assister les ménages qui ont subi, par exemple, ces chocs ponctuels-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui retarde un peu la mise en place de certaines interventions humanitaires que nous voulons faire de façon ponctuelle. Et les fonds flexibles également ne permettent pas d'aller au-delà du design de nos activités humanitaires. Ça, c'est assez important. Donc, on est obligé plutôt de rester dans le design du projet avec ces fonds flexibles. Pourtant, les besoins peuvent aller au-delà de ça. Donc, un cas concret, par exemple, nos ménages qui se sont déplacés d'une zone à une autre zone qui est beaucoup plus stabilisée, on ne peut pas continuer à les assister s'ils sont, par exemple, sur des sites de déplacés internes.
Pourtant, c'est en ce moment que les besoins sont encore plus importants. Donc, je crois que ça, c'est des leçons apprises et ça mérite vraiment des discussions encore avec le bailleur de fonds pour voir comment on peut intégrer l'appui à ces ménages qui en ont besoin lorsqu'ils sont en train de se déplacer de façon inhabituelle. Donc, c'est ce que je peux dire rapidement, Laura, par rapport à ce que nous faisons sur Advarka comme séquençage de nos interventions humanitaires et développement. Merci. Merci. Et Sarah, est-ce que vous vouliez rebondir? Ou vous aviez quelque chose à contribuer à cette question, Sarah? Ah pardon, j'écoutais toujours l'interprétation. Je ne parle pas français, donc je suivais l'interprétation, pardon. Oui, il y a une chose qui me vient à l'esprit. L'anticipation des besoins humanitaires futurs, surtout au moment d'une crise aiguë. Oui, c'est facile de mobiliser les... Ouais, peut-être ce n'est pas facile, il y a toujours des limites sur les ressources, mais il est plus ou moins facile de mobiliser les ressources quand il y a un besoin très clair, très bien défini, auquel les acteurs humanitaires peuvent répondre et pour lesquels ils ont déjà les outils. Il y a beaucoup d'ONG internationales qui ont déjà les structures en place pour fournir des abris, par exemple, ou pour faire venir des camions d'eau, ou pour établir un camp de personnes déplacées. Et oui, ces activités sont nécessaires, mais un autre aspect critique pour le séquençage, pour Brutesfa, c'était comment s'orienter vers l'avenir, comment anticiper la prochaine conséquence humanitaire de notre inaction aujourd'hui. Si on ne pouvait pas répondre à un besoin humanitaire aujourd'hui, qu'est-ce qui allait se reproduire demain? Nous savions que si les gens n'avaient pas les intrants agricoles pendant une période très limitée au début de la saison agricole, si les conditions du conflit allaient continuer, à l'avenir, on allait avoir des besoins très graves qui allaient dépasser les capacités de la communauté humanitaire au niveau des livraisons alimentaires. Donc, encore une fois, je salue le BHA parce que vous pensez déjà aux intrants agricoles comme des biens qui peuvent sauver la vie. Et oui, c'était bien le cas en Éthiopie. Il y avait des périodes pendant le conflit où il n'y avait pas d'assistance humanitaire dans la région du Tigré. Il y avait un couloir spécifique qui était ouvert, mais avec de longs délais où il n'y avait pas d'accès. Donc, les biens qui arrivaient dans la région ne pouvaient pas répondre aux besoins. Et le conflit s'est allé sur 2 ans. Et les intrants que nous avons pu fournir au début de 2021 ont été transformés en nourriture que les familles mangeaient à la fin de 2021 et en 2022 pendant le conflit. Donc, on a éliminé le besoin d'une aide alimentaire humanitaire. Et ça, c'est un très bon exemple du séquençage de la superposition. Et bien sûr, tout est en fonction du contexte, mais voilà, on peut agir sans attendre le financement humanitaire. Aussi au niveau du séquençage et de la superposition avec d'autres partenaires, tout comme les mécanismes dont Youssef a parlé au Yémen, le WFP avait un cluster de logistique qui a été opérationnalisé pendant le conflit, qui a fourni un soutien incroyable pour la coordination des partenaires locaux, internationaux et aussi entre les acteurs humanitaires et le gouvernement. Et on a donc pu identifier quels partenaires fournissaient quels services. On a pu coordonner les transports, on a travaillé sur les problèmes d'accès. Et donc ça, c'était un autre élément critique qui a garanti la stabilité de tout l'écosystème humanitaire, qui a garanti l'intégration, pas seulement à travers les secteurs pour une seule organisation, mais à travers plusieurs organisations. Oui, merci beaucoup, Sarah. C'est un ajout très intéressant. Je voulais aussi, Laura, je peux ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose en termes également de séquençage, en plus des activités humanitaires ponctuelles que nous faisons, en termes d'intégration également, de séquençage et d'intégration, superposition des activités HDP pour avoir plus d'impact sur les bénéficiaires.
Au niveau de Albarca, j'avais parlé tantôt que nous avons plusieurs types d'activités humanitaires. Nous avons principalement 3 types de distribution monétaire que nous faisons pour les ménages vulnérables. Donc, on a le cash qui est pour la nutrition que nous donnons à des femmes enceintes et femmes allaitantes au sein des communautés. Il y a le cash plutôt inconditionnel, sensible au choc, et il y a le cash for work que nous donnons également aux ménages vulnérables. Donc, nous faisons en sorte que ce soit les mêmes ménages qui bénéficient en même temps de tous ces paquets d'activités de renforcement des capacités que nous faisons également sur le programme. Lorsque vous prenez, par exemple, les femmes qui bénéficient du cash sensible à la nutrition, elles sont issues des ménages qui reçoivent également le cash inconditionnel. Donc ça, c'est assez important en termes de séquençage pour avoir plus d'impact sur les ménages vulnérables. On a également les distributions d'intrants agricoles que nous donnons, qui se focalisent essentiellement sur des ménages vulnérables qui reçoivent également le cas sensible au choc. Dans tous ces paquets d'activités, nous les faisons pour qu'on ait plus d'impact sur la résilience et le développement des communautés de façon générale, en termes de séquençage ou de superposition des activités. OK. Et quand tu as le micro, Oumar, je vais te demander une autre question. Est-ce que tu avais mentionné votre stratégie de la sensibilité au conflit? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la stratégie? Quels sont les contenus? Comment est-ce que vous utilisez votre stratégie? OK. Donc, pour la stratégie de sensibilité au conflit, comme je l'ai dit, c'est un document qui permet vraiment d'analyser le contexte. Parce que le contexte étant changeant, il faut toujours mettre à jour le contexte pour voir est-ce que ce sont les mêmes acteurs qui existent dans la zone d'intervention ou bien il y a eu des changements d'acteurs, de conflits. Est-ce que les dynamiques entre les différents acteurs ont changé ou bien ça s'est maintenu? Donc ça nous permet justement de voir vraiment comment prendre en compte la sensibilité au conflit sur la mise en place des activités. Donc, lorsque ce travail d'analyse de contexte et de dynamique entre les différents acteurs est fait, ça nous permet à nous, en tant que programme, de voir quelles sont les adaptations qu'il faut faire sur les activités spécifiques pour prendre en compte cette dynamique, soit qui est restée, qui s'est maintenue ou bien qui a changé à un moment donné dans la zone du projet. Donc, nous prenons en compte cela dans la programmation des activités, mais aussi la mise en place des activités. Donc, il y a des fois, en fonction de cette analyse, qu'on ait besoin, par exemple, de changer l'approche de mise en place de certaines activités. Il y a aussi qu'on ait besoin de renforcer encore davantage les capacités ou en tout cas la communication autour de certaines thématiques au sein du programme. Donc, ce sont ces changements que nous faisons de façon régulière pour prendre en compte cette analyse du contexte qui est documentée dans la stratégie de sensibilité au conflit du projet. Et vous avez également des guides spécifiques au secteur? On a des guides spécifiques pour certaines activités. Lorsque vous prenez, par exemple, les activités de construction d'infrastructures WASH, donc on a développé des guides pour prendre en compte la sensibilité au conflit de ces infrastructures WASH, qui incluent non seulement le site d'implantation de l'ouvrage, mais aussi de comment l'ouvrage sera utilisé par les communautés pour que tous les besoins potentiels soient satisfaits grâce à ces constructions que nous faisons. Comme je l'ai dit, on a des pasteurs dans la zone du projet, on a des agriculteurs qui ont des besoins différents. Donc, ces guides-là permettent vraiment d'engager les communautés dans une gestion participative et une cohésion autour de l'utilisation de ces ressources en eau potable, par exemple, en ce qui concerne les constructions d'infrastructures WASH. Donc, on a des types d'activités spécifiques comme ça pour lesquelles on développe des guides. C'est la même chose pour les activités de cash transfert qui sont assez sensibles. On a développé également des notes pour pouvoir orienter les prises de décision par rapport aux problèmes que nous rencontrons dans l'opérationnalisation de la distribution du cash transfert monétaire au profit des ménages vulnérables. Donc voilà rapidement, Laura, ce que je peux dire en ce qui concerne la sensibilité au conflit du projet Albarca. À vous. Merci. Merci.
J'ai maintenant une question pour Youssef. Comment est-ce que CARE travaille au sein de le plan HTP en place pour le Yémen qui intègre déjà l'humanitaire et le développement? Et comment est-ce que le sous-financement au Yémen impacte la cohérence HTP à travers le Nexus? Oui, c'est évident qu'au Yémen, il y a un manque grave du financement, c'est clair. Et le plan de réponse dont vous parlez démontre en effet le besoin énorme pour l'appui humanitaire. En même temps, il est évident qu'en tant qu'organisation, en tant que système humanitaire, nous n'avons pas la capacité, avec les financements limités que nous avons, de répondre à tous ces besoins humanitaires en même temps. Mais encore une fois, on fait de notre mieux. Nous essayons de prioriser les villes où les besoins sont les plus graves, par exemple, ou les groupes, les communautés où les besoins sont les plus graves. Et on les priorise pour qu'elles puissent recevoir de l'aide et de l'assistance humanitaire. Mais encore une fois, on ne peut pas s'attendre avec le manquement de financement, on ne peut pas s'attendre à ce que nous puissions faire tout ce qu'il faut pour répondre à tous les besoins existants au niveau national. Et c'est triste, mais c'est vrai. Nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins existants. Nous ne pouvons pas même répondre à 50% des besoins. Voilà. Et au niveau de la cohérence politique, est-ce qu'il y a certains aspects du Nexus qui sont priorisés? Est-ce qu'on travaille plutôt dans l'humanitaire ou dans le développement par rapport au renforcement de la paix? Oui. Au Yémen, aujourd'hui, nous avons besoin de plus d'activités d'évaluation. Il faut réévaluer les besoins existants. Prenons en compte l'approche du développement, l'approche du renforcement de la paix. Il y a un écart très clair au niveau de l'évaluation, au niveau des données, au niveau national. Il faut donc investir davantage dans l'évaluation. Je pense que la dernière évaluation des besoins dans le Nord était en 2018. Et beaucoup de choses ont évolué depuis. Tout a changé. Donc, il faut parler davantage de tout cela au sein des acteurs humanitaires et aussi avec les bailleurs de fonds. Il faut faire plus d'évaluation, plus d'études, plus de collecte des données pour mieux comprendre quels sont les besoins, où sont les besoins et où sont les zones qui ont besoin des activités du développement et aussi pour réévaluer les zones qui ont toujours besoin d'une assistance humanitaire. Oui, et je vais contribuer mon avis personnel. Le renforcement de la paix est souvent sous-financé. Il y a très peu de programmes qui visent surtout le renforcement de la paix, mais on peut intégrer le renforcement de la paix et la sensibilité au conflit dans nos autres programmes et dans nos autres activités. Mais cela peut créer de la tension au niveau de la cohérence politique. Ah oui, oui. Allez-y, Youssef. Oui, je pense que cela dépend de comment nous identifions ou comment nous définissons le renforcement de la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les activités peuvent être des activités du renforcement de la paix si elles contribuent à la paix. Donc, oui, c'est facile de dire parfois, oui, c'est aussi une activité de renforcement de la paix, mais beaucoup de ces activités appuient le processus de renforcement de la paix au moins. Mais oui, on n'en parle pas beaucoup spécifiquement. Oui, oui,
La cohésion sociale qui fait partie de beaucoup de programmes de développement contribue aussi au renforcement de la paix. Oui. J'ai maintenant une question pour Sarah. Voilà ma question. Un des défis dans ces contextes, c'est que le personnel du développement ne peut pas travailler au même rythme que l'humanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau des compétences humaines? Est-ce qu'il faut des formations? Est-ce qu'il faut adapter son style de gestion? Qu'est-ce que vous en pensez? Une très bonne question. Oui, nous étions une équipe de développement au début et je ne vais pas nier qu'il a fallu des apprentissages rapides et les formations sur scène pour notre équipe de s'adapter à l'humanitaire. Mais tous les partenaires engagés, le CARE, le REST, au Tigré et en Amara, sont de grandes organisations avec de multiples équipes qui font de différents types de travail. Donc, au niveau organisationnel, nous avions beaucoup de compétences humanitaires au sein de l'organisation. Et au sein du CARE, au moins, je peux vous dire que nous sommes appuyés sur l'expertise et les conseils de nos collègues du côté humanitaire pour nous orienter, pour nous donner des astuces sur comment gérer des distributions à grande échelle, par exemple, des choses que nous ne faisions pas au niveau du développement. Et aussi, heureusement, notre équipe d'achat était déjà habituée aux délais très courts de la livraison des services humanitaires. Ça, c'était un atout clé qui nous a permis de passer à l'échelle supérieure très rapidement. L'équipe savait déjà comment organiser des vendeurs, comment faire toute la paperasserie et qui dans la zone pouvait gérer les volumes dont nous parlions. Donc, d'un point de vue interne au sein de l'équipe, même si nous faisions des programmes humanitaires, nous avons continué de travailler dans le même secteur qu'avec nos activités du développement. Cela a donc minimisé le besoin pour des formations ou des compétences additionnelles parce que nous travaillons toujours avec le bétail, avec la production agricole, avec l'appui pour les moyens de subsistance de relancement. Et donc, notre équipe avait déjà beaucoup de compétences dans ces domaines-là. Et il y avait aussi beaucoup d'engagement de la part de notre personnel. Nous avons eu un cours de formation très rapide sur les programmes d'urgence. Mais grâce à notre expérience opérationnelle, c'était possible. Parce qu'à tous les niveaux, du siège jusqu'à l'équipe programmatique, jusqu'aux partenaires locaux, il y avait une très grande volonté d'aller au-delà de son travail normal pour trouver des solutions à n'importe quel problème, n'importe quel défi. Il y avait beaucoup d'énergie pour l'innovation et comme Youssef a dit, pas des innovations sophistiquées, mais quand il y a une porte qui se ferme, il faut trouver la fenêtre, n'est-ce pas? Et on a dû s'adapter très rapidement pour continuer la mise en œuvre. Et aussi, notre équipe est assez grande et on peut travailler rapidement quand on a cette capacité de nombre. Sans une si grande équipe, les choses allaient plus lentement. Mais voilà, moi, au niveau personnel, j'ai dû beaucoup apprendre. C'était une grande opportunité et j'apprécie beaucoup cette question, mais pour notre équipe, l'équipe a été Je peux remarquable demander et la a même question vraiment à Omar. La question surmonté les était défis. la mise en œuvre des activités humanitaires à une vitesse qui est différente que la mise en œuvre des activités de développement. Est-ce que comme vous utilisez les mêmes staffs pour mettre en œuvre, par exemple, les transferts répondant au choc et les activités régulières de développement, est-ce que vous trouvez qu'il y a de la formation ou un type de gestion qui est nécessaire pour aider les staffs à faire les deux en même temps? Oui, justement, comme je l'ai dit, la particularité de Albarca, c'est que c'est déjà un projet Nexus humanitaire développement. Donc, dans la proposition initiale, on avait déjà prévu de faire des activités humanitaires. Donc, du coup, dans le staffing également, la mise en place des staffs, on a prévu des positions assez clés.
pour pouvoir prendre en charge l'opérationnalisation des activités humanitaires. Donc, c'est sûr que les staffs sont déjà en place au niveau de Save the Children, mais aussi au niveau des ONG partenaires de mise en place. Nous avons également au niveau de notre siège une équipe assez qualifiée qui nous accompagne dans la mise en place des documents nécessaires à l'opérationnalisation de ces activités humanitaires. Je dirais oui, vraiment c'est assez important d'avoir ces équipes en place, mais les besoins de renforcement des capacités sont aussi là parce que étant donné que le contexte est changeant et que la manière de travailler aussi peut évoluer d'un contexte à un autre, donc on est obligé souvent de nous mettre à jour, de mettre à jour les équipes techniques sur les interventions humanitaires en situation d'urgence surtout parce que c'est assez important de prendre ça en compte. Donc, ça se fait assez régulièrement. On a des équipes qui participent à des formations, que ce soit en ligne ou que ce soit de façon présentielle pour se mettre à jour sur la prise en charge des activités humanitaires sur le programme. Donc, ça, c'est assez important. C'est une question assez pertinente et qu'au niveau Albarka, on est en train de prendre en charge assez régulièrement dans le cadre des activités opérationnelles. Merci. À vous, Laura. Merci. À vous, Laura. Merci. Nous avons eu aussi une question sur la cohésion sociale et comment vos programmes facilitent la cohésion sociale. Peut-être nous aurons un petit débat autour de la cohésion sociale et le renforcement de la paix, mais est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous avez utilisé la cohésion sociale ou les aspects programmatiques avec les partenaires, les plateformes locaux pour intégrer la cohésion sociale dans l'aspect renforcement de la paix de votre programme? On va commencer avec Sarah. Oui, merci. Comme j'ai déjà dit, sous Livelihoods for Resilience, nous avons ces associations économiques et sociales villageoises, les VESA, et dans nos zones de mise en œuvre des programmes d'urgence, nous avions 50 000 membres de ces VESA. Chaque VESA est un groupe d'entre 15 et 20 personnes qui se réunissent régulièrement pour des activités de prêt et d'épargne et de discussion des problèmes sociaux. Et le résultat de ces activités, des activités mises en œuvre avant le conflit, il y avait déjà des relations très proches entre les membres de ces VESA. Nous avons donc évalué comment est-ce que les membres des VESA ont contribué à la cohésion sociale pendant les périodes de conflit quand les autres ressources n'étaient pas disponibles, y compris l'accès aux ressources de financement, l'accès aux informations, l'accès au soutien social. Et les données recueillies nous ont montré que les communautés se sont tournées vers les VESA pendant les périodes de conflit pour déterminer qu'est-ce que c'est la situation sécuritaire, pour partager les défis personnels et aussi pour trouver trouver des solutions. Et les VESA ont adapté les modalités pour prioriser l'appui financier pour les ménages gravement menacés par les crises. Et c'était tout grâce à un sentiment de solidarité. Donc, disons qu'il y a une femme qui va s'accoucher et qui doit aller dans un centre médical local. Les membres de VESA allaient faire une collecte de données une collecte d'argent pour donner cet argent à la femme pour faciliter son déplacement. Ou s'il y a quelqu'un qui a perdu un parent dans le conflit, on s'est entraidé. Et nous savons que le soutien social est critique pour le renforcement de la résilience. Et si on veut être résilient face au conflit ou face aux autres chocs, il faut cela. Donc, dans notre enquête que nous avons menée après la fin de Vrutesa et après la fin du conflit, nous avons posé la question au ménage, qui est-ce qui vous a aidé pendant la dernière période la plus difficile que vous avez subie? Et beaucoup de personnes nous ont dit les VESA. 44% des répondants ont indiqué que les membres des VESA les ont appuyés et ces VESA étaient la source principale du soutien. Et encore un autre 44% a indiqué que c'est
sa propre famille, qui est la source principale du soutien. Donc, voilà, les VSA ont établi des connexions très proches et la structure était déjà là, en place avant le conflit, mais on s'est appuyé de cette structure pour faire face au choc du conflit et pour répondre aux difficultés économiques. Oui, très intéressant. Je me souviens de cette histoire de cette femme qui est allée à la VSA pour son soutien quand elle a été abandonnée avant son accouchement. Youssef, vous avez quelque chose à ajouter sur la cohésion sociale? Oui, un exemple très rapide qui rebondit sur ce que Sarah a dit. Une de nos activités, c'est ce qu'on appelle les transferts de groupe. Nous créons des comités communautaires qui décident quels sont les services dont on a besoin. Est-ce qu'il faut de la réhabilitation d'un centre de santé ou est-ce qu'il faut réparer le système d'eau? Et l'intervention de l'ONG ne va pas fournir tout ce dont on a besoin. Nous allons fournir seulement entre 20 et 50% du budget pour le projet décidé par le comité. Et le reste va être financé par la communauté elle-même. Et cela permet à la communauté de s'approprier de ces projets. Et voilà, c'est une approche très efficace au niveau du budget, c'est très efficace, et aussi au niveau de la mise en place de ce sentiment d'appropriation au sein de la communauté. Et cela a aussi un impact sur la durabilité de l'intervention. C'est très intéressant comment les choses sont plus durables si la communauté, si les acteurs locaux sont impliqués, sont engagés dans la conception et dans la mise en œuvre. Voilà l'observation que je voulais partager. Je vais demander la même Merci. question à Oumar, comme on reste avec 2 minutes, 1 minute. Et je voulais aussi te demander, vous avez aussi, si tu peux inclure dans votre réponse l'aspect résolution des conflits, parce que je sais que tu as un exemple de la résolution des conflits de ton contexte. Oui, effectivement, comme je l'ai dit pour Albarka, nous travaillons à ce qu'on prévienne au maximum les conflits au sein des communautés à travers une démarche que nous avons adoptée depuis la mise en place de ce programme. Une démarche assez participative lorsque nous voulons, par exemple, assister ou apporter de l'assistance alimentaire aux communautés. Tout le processus de ciblage des participants aux différentes activités humanitaires sont faits par les communautés elles-mêmes. Donc, on a une structure communautaire qui est responsable de donner l'alerte par rapport au choc qui arrive, mais aussi de participer à la sélection des bénéficiaires sur la base des critères bien définis par les communautés elles-mêmes. On appelle la structure là les groupes d'alerte précoce et de réponse d'urgence. Donc, ils sont au Mali depuis un certain temps. Mais Albarka a renforcé cette structure-là au sein de sa zone d'intervention pour justement aider au ciblage des participants pour les activités de transfert monétaire que nous faisons de façon participative avec les communautés, mais aussi l'identification des actifs productifs que nous réhabilitons en cash forward sont également ciblés par les communautés elles-mêmes, identifiés par les communautés elles-mêmes pour répondre vraiment à leurs besoins prioritaires. Donc ça, c'est assez important. Donc, l'autre chose, c'est la convention que nous faisons autour de la gestion des ressources naturelles pour nous assurer que vraiment les ressources naturelles sont utilisées de façon efficace et avec toute la cohésion autour de l'utilisation. Donc, c'est les communautés elles-mêmes qui mettent en place également les sanctions prévues lorsque un membre de la communauté ne respecte pas ces conventions qui sont établies par elles-mêmes. Donc, c'est eux-mêmes qui participent à l'élaboration des sanctions qui sont mises dans ces documents. Et la gestion est aussi faite par les communautés au sein des comités GRN, communautés de gestion des ressources naturelles.
Donc, une autre approche assez importante que Albarca a développée en termes de renforcement de la paix ou de la cohésion sociale, c'est l'approche repas communautaire. Donc, ça, c'est un événement au cours duquel ça a 3 avantages. On appelle repas communautaire, c'est toute une approche, mais c'est un événement qui est une occasion d'apprentissage des groupes de femmes que nous avons mis en place pour les questions de nutrition, mais aussi un événement qui permet de valoriser les produits locaux parce que c'est les communautés elles-mêmes qui rassemblent les ingrédients et qui décident de quel plat ils veulent préparer et ils discutent autour de ces repas sur la valeur nutritive. C'est une occasion d'apprentissage pour les groupes de femmes au sein des communautés, mais ça permet également de renforcer la cohésion parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de manger ensemble, de manger autour d'un même plat, qui vont se retrouver, qui vont partager le même repas. Donc ça participe beaucoup à renforcer la cohésion au sein des groupes de femmes, mais aussi au sein de la communauté de façon générale. Donc voilà rapidement ce que je peux dire par rapport à notre participation au renforcement de la paix, la cohésion sociale sur les activités. Merci à vous, Laura. Merci, Marc. Okay, we've come to the end of our time, so I'm going to pass back to Suzanne to close us out. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de notre temps ensemble, donc je rends la parole à Suzanne pour un mot de clôture. Merci beaucoup à nos 3 panélistes. Merci, je ne veux pas vous couper le dialogue, mais malheureusement, nous sommes à la fin de notre temps ensemble. Un grand merci à vous, Laura, Sarah, Oumar, Youssef, pour cette discussion formidable et merci à tout le monde qui a assisté à cette séance. Vous avez contribué de questions excellentes qui a facilité cette discussion très dynamique. Et c'est une conclusion formidable à notre série de webinaires sur le HTP en pratique. Avant de quitter la réunion et de passer à vos autres activités pour aujourd'hui, s'il vous plaît, remplissez notre sondage d'évaluation. Vous allez voir le lien dans la boîte à discussion. Cela va nous aider à planifier d'autres événements pour les rendre autant pertinents que possible, autant intéressants que possible pour toute la communauté. S'il vous plaît, vous pouvez lire toutes les notes de pratique pour vous inspirer dans votre travail de cohérence HTP. On vient aussi de vous mettre le lien pour cela dans la boîte à discussion. Et dernière chose, restez aux aguets pour un email d'idéal on va vous envoyer l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui avec les notes de pratique et les publications et les enregistrements pour les autres webinaires que vous voyez à l'écran. Un grand merci à toutes et à tous pour une très bonne discussion aujourd'hui. Nous avons hâte de vous revoir lors des autres événements de l'idéal bientôt. Merci beaucoup.